Écoutez ça, vous êtes une nouvelle recrue du FBI dotée de pouvoirs psychiques. Et pour votre toute première affaire, vous devez retrouver le criminel le plus inquiétant que le monde ait jamais connu. Ça a l'air amusant, non? Eh bien, attendez un peu parce que chaque fois que cette affaire prendra un nouveau virage, vous ne saurez plus vraiment si ce monstre est vraiment celui dont vous devriez vous préoccuper ou s'il bénéficie du soutien de quelque chose de bien plus sinistre encore. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le tueur du jour d'anniversaire dans Longlegs. Cette petite fille est sur le point de vivre le pire anniversaire de sa vie. Par une froide journée d'hiver, un homme étrange s'arrête à l'extérieur d'une maison située au bout d'une route balayée par le vent. La fillette qui habite là le remarque depuis sa chambre et elle décide d'aller voir. Mais quand elle arrive, la voiture est déjà vide. Ça, c'est parce que l'homme l'observe déjà depuis l'autre côté de la maison. Quand elle se retourne et le voit, il lui lance un « coucou » pour l'attirer. Elle le suit dans le fond du jardin, mais il n'y a plus aucun signe de lui. Jusqu'à ce qu'elle regarde par-dessus son épaule et l'aperçoive à quelques mètres de là. D'une voix bizarre et excessivement accentuée, il mentionne que c'est bientôt l'anniversaire de la petite fille avant de se pencher tout à coup pour montrer son visage pâle et défiguré. Bien des années plus tard, l'agent du FBI Lee Harker montre des signes d'un talent intéressant lors d'une chasse à l'homme pour coincer un dangereux criminel, au cours de laquelle elle a le sentiment qu'ils trouveront l'homme à une adresse particulière de l'autre côté de cette rue. En fait, elle en est tellement sûre qu'elle veut appeler les renforts, mais son partenaire veut d'abord vérifier par lui-même. Mais ce sera là sa plus grosse erreur. Dès qu'il frappe à la porte, le suspect l'ouvre et lui explose immédiatement la tête avant de disparaître à l'intérieur de la maison. Après avoir repris ses esprits, Lee sort son arme et le suit à l'intérieur. Et elle découvre l'homme assis, les mains en l'air, dans la chambre à coucher. C'est une drôle de scène. Mais comparé à ce qui va se passer ensuite, Lee va considérer ce moment comme le jour le plus normal de sa vie. Après l'incident, son patron emmène Lee dans une pièce sombre où on lui demande de choisir un chiffre entre 0 et 100 plusieurs fois, encore et encore, afin de tester ses pouvoirs psychiques. Ses résultats sont si impressionnants que son superviseur, l'agent Carter, décide d'impliquer Lee dans une affaire qui a laissé le reste de l'équipe dans l'impasse depuis des années. La maison devant laquelle il se trouve appartenait à une famille tout à fait normale de 4 personnes. Jusqu'au jour où, il y a 2 mois, le père a sauvagement assassiné tous les membres de la famille sans raison apparente. Même si ça a l'air un peu fou, ce n'est pas la première fois qu'une telle chose se produit. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est ce qu'ils ont trouvé avec les corps. Quelqu'un leur a laissé une lettre écrite selon un étrange code, mais elle n'a été rédigée par aucun des membres de la famille. Au cours des 30 dernières années, ils ont trouvé 10 lettres sur des scènes de crimes similaires à celle-ci. Et même s'ils n'ont jamais réussi à déchiffrer le code, ils savent qu'elles proviennent toutes du même homme parce qu'il les a toutes signées de son nom, Longlegs. Ok, je sais qu'il s'agit d'une affaire du FBI, mais quelqu'un a-t-il essayé d'appeler Chris Hansen? You gave her instructions about using Cool Whip. I wouldn't have gone all the way. I wasn't. Marvin, you're naked. Non, sérieusement, ce type n'arrête pas de se pointer aux anniversaires des petites filles, tel le clown que personne n'avait demandé. Et il ressemble plus à John Wayne Gacy qu'à Ronald McDonald. Il faut que ce type disparaisse de la circulation rapidement. Mais comment l'attraper s'il ne laisse jamais de preuves sur la scène de crime? En plus, on dirait qu'il n'est jamais entré dans la maison. Bon, heureusement pour eux, il semblerait que Lee ait un talent particulier qui pourrait permettre de résoudre cette affaire. Selon l'agent Carter, Lee est clairvoyante. Et nous avons déjà vu quelques exemples de ce talent. Un clairvoyant est en fait un autre terme pour désigner un médium. Ça veut dire une personne qui peut obtenir des informations par le biais d'une perception extrasensorielle également connue sous le nom de PES ou de sixième sens. Elle a déjà prouvé qu'elle avait ce talent de plusieurs façons, mais la plus intéressante a été sa performance sur le générateur de nombres aléatoires. J'ai demandé à mon ordinateur d'évaluer les chances de réussite, et à l'aide d'un concept mathématique sophistiqué appelé la loi binomiale, il m'a indiqué que la probabilité qu'elle réussisse à simplement deviner la bonne réponse plus d'une fois sur 2 était d'environ 1 sur 1600. Les chances étant si faibles, on peut affirmer que Lee a vraiment des pouvoirs surnaturels et qu'on va pouvoir utiliser ce talent pour faire avancer l'affaire. Vous savez, elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup de contrôle là-dessus, mais rien qu'en l'exposant aux scènes de crime, nous pourrions commencer à faire travailler ses capacités psychiques. En utilisant des techniques de vision à distance, elle pourrait essayer de visualiser la cachette actuelle de Longlegs, prédire les futures scènes de crime ou cibles et mettre en évidence des indices importants que les autres agents auraient pu négliger. Sur les scènes de crime elles-mêmes, Lee pourrait visualiser une reconstitution de l'incident tel qu'il s'est déroulé, ce qui permettrait de mieux comprendre les actions de la famille et peut-être même de révéler des témoins ou des passants qui auraient pu voir quelque chose d'important. Même lors d'entretiens avec des suspects ou des témoins potentiels, elle pourrait utiliser ce sixième sens pour déterminer s'ils disent la vérité ou s'ils dissimulent des informations. Mais tout ça ne tient pas compte de la preuve la plus importante dont nous disposons jusqu'à présent. Les lettres.
Carter nous a appris que les lettres se trouvaient sur toutes les scènes de crime et qu'elles pourraient aider à expliquer le mobile de Longlegs ou même sa véritable identité. Le seul problème, c'est qu'elles ont été écrites dans un code complexe que personne à ce jour n'a été capable de déchiffrer. En fait, l'utilisation d'un code a pour but de transformer une écriture normale en langage codé, pour que seules les personnes qui connaissent la clé puissent comprendre ce que dit le message. Un des types les plus courants est le chiffrement par substitution, dans lequel les lettres d'origine sont remplacées par une autre lettre ou un autre symbole. C'est ce type de chiffrement que Longlegs a peut-être utilisé ici. Pour résoudre un de ces codes, il faut d'abord identifier les lettres, les symboles ou les phrases les plus fréquemment utilisées dans le code, puis les remplacer par des lettres ou des phrases anglaises courantes, comme les voyelles et les mots the ou and. Une fois que vous aurez compris ce que représentent quelques-uns des symboles clés, vous pourrez commencer à insérer des lettres et à révéler progressivement le reste du code, jusqu'à ce que vous parveniez à une clé qui vous permettra de lire les messages tels qu'ils ont été écrits à l'origine. La combinaison de ces techniques avec les capacités psychiques de Lee devrait permettre de faire avancer les choses dans la bonne direction. Mais bientôt, nous découvrirons que Longlegs reçoit lui-même une aide surnaturelle. Une fois de retour au bureau, Carter demande à Lee si elle peut expliquer ses pouvoirs, se demandant comment elle peut faire ces suppositions invraisemblables qui s'avèrent toujours justes au final. Elle explique que ce n'est pas vraiment quelque chose qu'elle peut contrôler et que c'est plutôt comme si quelqu'un lui indiquait la bonne direction de temps en temps. En examinant les preuves, elle demande à Carter s'il y a quelque chose que les familles ont en commun, et il répond qu'elles avaient toutes des filles dont l'anniversaire était le 14 du mois, bien qu'il n'y ait qu'une seule famille, les Horn, qui ait été tuée à cette date précise. Lee passe un certain temps à examiner les preuves, faisant de son mieux pour établir d'autres liens entre les affaires, jusqu'à une nuit où Carter la trouve en train de dormir sur le sol du bureau. Il l'invite dans un bar, bien qu'elle ne boive pas, et lui demande de lui dire ce qu'elle a compris jusqu'à présent. D'après toutes les preuves, rien n'indique que Longlegs soit entré dans les maisons. C'est un peu comme s'il avait dit à la famille ce qu'elle avait à faire, sans avoir à intervenir lui-même. Ça rappelle à Carter les meurtres des Manson, et les amène à se demander si Longlegs n'aurait pas un complice pour l'aider. Comme il se fait tard, Carter demande à Lee de le ramener chez lui, mais avant qu'elle ne parte, il faut qu'elle entre pour rencontrer sa famille. À l'intérieur, il présente Lee à sa femme Anna et à sa fille Mademoiselle Ruby, qui demande avec insistance à montrer sa chambre à Lee. Pendant qu'elle discute, la petite fille invite Lee à sa fête d'anniversaire qui approche, et elle accepte à contre-cœur de venir, sans se douter de la folie qui va se déchaîner bientôt. Le soleil est presque levé quand Lee rentre enfin chez elle, mais alors qu'elle se dirige vers l'intérieur, elle perçoit bizarrement de la musique rock à fond pendant une seconde, quelque part dans les environs. Elle appelle sa mère et se plaint qu'elle n'arrive pas à dormir à cause de quelque chose qui s'est passé au travail. Mais elle dit qu'elle ne veut pas entrer dans les détails maintenant et qu'elle a probablement besoin d'un peu de temps pour se détendre. Sa mère lui dit que c'est bientôt son anniversaire. Mais à ce moment-là, elle entend une voix bizarre, presque animale, qui l'appelle de quelque part à l'extérieur. Déconcertée, elle raccroche avec sa mère pour écouter plus attentivement, quand tout à coup, la personne qui se trouve dehors frappe de l'autre côté de la porte avec plusieurs coups violents. Lee demande s'il y a quelqu'un, mais vu que personne ne répond, elle ferme la porte à clé et va regarder par la fenêtre, où elle aperçoit une grande silhouette démoniaque qui se tient dans la brume, juste à la limite de sa visibilité. Alors que la créature s'éloigne, Lee saisit son arme et se précipite à l'extérieur pour la confronter. Au début, elle est surprise de ne trouver personne. Mais quand elle se retourne, elle aperçoit un homme très pâle qui passe devant une de ses fenêtres à l'intérieur de sa maison. Lee retourne immédiatement à l'intérieur, laissant la porte d'entrée grande ouverte dans sa course pour l'attraper. Mais au lieu de l'homme en question, tout ce qu'elle trouve, c'est une lettre posée sur son bureau et qui lui est adressée avec la mention « Ne pas ouvrir avant le 14 janvier ». Lee décide de ne pas tenir compte de la recommandation et ouvre la lettre dans la foulée, trouvant à l'intérieur une carte pour le 9e anniversaire d'un enfant. Quand elle l'ouvre, elle découvre un message écrit dans le code de Longlegs. Mais cette fois-ci, il a déjà résolu l'énigme pour elle, fournissant à Lee une clé pour déchiffrer ses autres lettres. Au verso, un autre message l'avertit de ne dire à personne comment elle a déchiffré le code. Sinon, il tuera la mère de Lee en guise de punition. Comme toujours, Longlegs a signé au bas de la lettre. Et Lee remarque que l'encre est encore humide, ce qui prouve qu'il était juste là il y a quelques minutes à peine. Ok, c'est ce qu'on appelle être trop près pour se sentir rassuré. Je peux vous dire une chose, après avoir vu un truc pareil, je dormirai carrément dans le bureau du FBI jusqu'à ce que tout ça soit terminé. Ou alors j'irai directement à la SPA locale pour adopter 10 des chiens les plus gros et les plus méchants que je pourrais trouver. Aussi effrayant que ça ait été, nous devons rester calmes, parce que nous sommes maintenant beaucoup plus près d'attraper Longlegs que nous ne l'avons jamais été auparavant. Vous voyez, le fait de pénétrer dans la maison d'un agent du FBI peut lui laisser penser qu'il est impossible à attraper, ou peut-être même qu'il veut se faire choper, qui sait. Mais quoi qu'il en soit, le fait qu'il soit venu ici nous donne en fait beaucoup de nouvelles informations sur lesquelles nous allons pouvoir travailler.
Tout d'abord, nous avons une lettre récente de Longlegs lui-même, et une clé pour déchiffrer les lettres, ce qui pourrait faire une énorme différence dans l'enquête. Nous savons également que Longlegs était physiquement à l'intérieur de la maison de Lee, ce qui veut dire qu'il a pu laisser des indices derrière lui et qu'il pourrait même être encore dans le secteur. Nous connaissons déjà le schéma de ses attaques puisque nous savons qu'il s'en prend aux filles dont l'anniversaire tombe le 14 du mois. Enfin, nous savons qu'il a l'intention de s'en prendre à la mère de Lee si elle raconte ce qui vient de se passer. Ça nous donne beaucoup de matière à exploiter. Et si nous organisons nos prochaines étapes par ordre d'importance, nous pourrons peut-être faire de sérieux progrès. Tout d'abord, nous devons protéger la mère de Lee et nous assurer qu'elle est en sécurité. De cette façon, elle ne sera plus un pion pour Longlegs. Et nous pourrons peut-être même l'utiliser comme appât pour le faire sortir. Ensuite, je commencerai par vérifier la maison de Lee et les environs pour voir s'il y a des traces qu'il aurait pu laisser derrière lui. C'est peut-être leur meilleure chance de trouver des preuves physiques, comme ses empreintes digitales ou son ADN sur tout ce qu'il aurait pu toucher, ainsi que des cheveux et des fibres qui auraient pu tomber sur les meubles ou d'autres surfaces. Il est possible qu'il ait transporté de la terre ou d'autres matières étrangères à l'intérieur. Les enquêteurs doivent donc rechercher des résidus suspects qui pourraient encore se trouver dans la maison, comme des traces d'un produit chimique spécifique qui pourrait les mener à Longlegs. Ils peuvent également utiliser des chiens pour retrouver son odeur et voir où il est allé après avoir quitté la maison. Dans les environs, je chercherai des traces de pneus pour aider à retrouver son véhicule et j'interrogerai les voisins qui auraient pu être témoins de la présence d'un homme suspect dans le coin. Tout ça soulève la question suivante. Comment Longlegs a-t-il pu savoir qui était Lee et où elle vivait? L'explication la plus évidente serait qu'il la surveillait. Ce qui veut dire qu'elle va devoir commencer à se méfier de toute personne qu'elle voit souvent mais qu'elle ne connaît pas très bien et repenser à toutes les rencontres étranges qu'elle a pu faire récemment. D'un autre côté, s'il la suit vraiment, ça nous donne l'occasion d'utiliser la filature pour le prendre en flagrant délit, en utilisant Lee elle-même comme appât pour procéder à son arrestation. Pour le devancer, je regarderai la portée des meurtres précédents de Longlegs pour déterminer la zone générale dans laquelle il est le plus actif. Ensuite, je trouverai toutes les filles de 9 ans de la région dont l'anniversaire tombe un 14, et j'avertirai leur famille d'être aux aguets au cas où Longlegs s'en prendrait à elles la prochaine fois. En nous attaquant d'abord aux victimes potentielles, nous pourrions battre Longlegs à plate couture et l'attraper avant qu'il ne frappe à nouveau. Le téléphone sonne à nouveau et Lee répond à l'appel en pensant que c'est sa mère. Mais c'est en fait quelqu'un du bureau qui lui dit que Carter a besoin d'elle sur une nouvelle scène de crime. Cette fois, ils ont trouvé une autre famille, tous tués de la même façon. Mais comme ils étaient censés être en vacances, personne n'a remarqué les corps avant qu'ils ne soient morts depuis 1 mois déjà. Lee s'empresse de décoder le message qui dit « en bas, trop lent », tout en restant vague quand Carter lui demande comment elle a réussi à déchiffrer le code aussi rapidement. De retour au bureau, Lee consulte les dossiers de toutes les attaques précédentes et continue à chercher des éléments de preuve pour établir de nouveaux liens. Mais tout au long du processus, elle n'arrive pas à se débarrasser du sentiment d'être observée. Elle utilise un calendrier pour noter les dates de chaque incident. Une intuition lui dit d'ouvrir un livre intitulé « Les 9 cercles de l'enfer ». C'est alors qu'elle se rend compte d'une chose très intéressante. Les dates forment un triangle inversé. Au moment où elle s'en rend compte, on frappe à nouveau très fort à une fenêtre voisine et elle voit la même silhouette démoniaque s'évanouir dans la brume au bout d'une rangée d'étagères. Le lendemain matin, Lee se rend directement au bureau de Carter avec ce qu'elle a trouvé, affirmant qu'il s'agit de l'algorithme utilisé par Longlegs pour choisir ses victimes. Depuis la première attaque, en 1966, les meurtres ont tous eu lieu dans les 6 jours précédents ou suivant l'anniversaire de la fillette, formant ainsi un triangle inversé. Et en plus de tout ça, elle a épluché et décodé toutes les autres lettres de Longlegs. Et la seule chose qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'elles mentionnent toutes la ferme familiale des caméras, en disant qu'un X marque l'endroit. Cette fois-là, le père avait tué sa femme et le prêtre local, mais leur fille Kerry-Ann avait survécu parce qu'elle était à l'école à ce moment-là. Elle est donc la seule personne à avoir survécu à une des attaques de Longlegs, et Lee pense qu'elle l'a peut-être même vue un jour dans leur ferme. En regardant les dates, Carter remarque qu'il y a une 13e position encore ouverte qui n'a pas encore été prise en compte, ce qui signifie que Longlegs peut frapper à nouveau à tout moment. Il décide donc de rendre visite à Kerry-Ann à l'hôpital psychiatrique. Mais d'abord, il est temps de retourner sur les lieux du crime. Et après avoir constaté qu'il n'y a personne, il se dirige vers la grange abandonnée. À l'intérieur, ils se séparent pour regarder autour d'eux. Et Lee remarque un X sur le mur près de l'escalier menant au grenier. À l'étage, rien ne semble s'y trouver. Mais c'est alors qu'il remarque un crucifix cloué au plancher. Quand il soulève les planches, il découvre un compartiment secret contenant un dessin du triangle inversé et une grande boîte en bois. Carter l'ouvre pour regarder à l'intérieur, et il découvre une étrange poupée grandeur nature, confectionnée pour ressembler à la fillette Kerry-Ann. Et pendant qu'il l'examine, la poupée ouvre tout à coup les yeux. Les agents ramènent la poupée au bureau pour que le médecin légiste puisse y jeter un coup d'œil.
Il est impressionné par la qualité de l'exécution, mentionnant même qu'elle a été faite avec de vrais cheveux humains. Mais ce n'est pas le plus étrange. À l'intérieur de la tête de la poupée, il a trouvé une boule métallique brillante qu'il appelle le cerveau. Et quand l'homme approche un micro, celui-ci produit une fréquence étrange qui fait que Lee commence à avoir des visions terrifiantes. Avant qu'il ne parte, le légiste mentionne qu'il jurerait que la poupée le tourmentait en lui faisant penser à son ex-femme. Mais il est presque sûr qu'il s'agissait simplement de stress au travail et qu'il n'y avait rien de surnaturel là-dedans. Ok, oui, bien sûr, mon pote, il n'y a vraiment rien de surnaturel qui se passe ici. Continue à t'en convaincre. Quant à nous, je dirais qu'il serait temps de jeter cette poupée dans une déchiqueteuse avant qu'elle ne se lève et ne commence à étrangler des gens. Mais peut-être devrions-nous d'abord voir ce que nous pouvons en tirer. La poupée est peut-être effrayante, mais au moins c'est une preuve. Et elle pourrait bien être une des étapes les plus importantes qu'ils aient franchies jusqu'à présent pour élucider cette affaire. Quand le médecin légiste l'a examinée, la première chose qu'il a remarquée, c'est sa conception unique au monde. Ce qui veut dire que celui qui l'a fabriquée doit être un artiste, un sculpteur ou un fabricant de poupées très doué. Il ne doit pas y en avoir tant que ça dans les campagnes de l'Oregon. Je commencerai donc par enquêter sur toutes les personnes qui vivent dans la région et qui correspondent à cette description. Ça pourrait nous aider à dresser une liste de suspects. Et même si leur innocence est prouvée, nous pourrons toujours utiliser leur expertise pour nous aider à apprendre des choses sur la poupée que l'observateur moyen n'aurait peut-être pas remarqué. Les artistes de ce niveau forment naturellement une communauté plutôt soudée. Et ils seraient donc probablement en mesure de nous dire s'il y a un individu particulièrement inquiétant dont ils ont eu connaissance. Ensuite, il y a les types de matériaux qu'il a utilisés pour fabriquer la poupée. Très certainement des composants rares que seul un expert en fabrication de poupées achèterait ou connaîtrait. Je me renseignerai sur les fournisseurs locaux de ce type de matériaux. Nous pourrons ainsi déterminer où ils ont été achetés et peut-être même qui les a achetés. Puisque la poupée a été fabriquée avec de vrais cheveux humains, je soumettrai également les cheveux à une analyse ADN. S'ils correspondent à un profil existant, nous pourrions avoir une nouvelle piste pour l'affaire. Mais le plus étrange, c'est cette boule de métal dans la tête. Le médecin légiste a indiqué qu'elle était vide et qu'elle ne servait à rien. Mais Longlegs ne se serait pas donné la peine de la mettre là-dedans sans raison. Alors ça vaut vraiment la peine d'y regarder de plus près. Nous devrions demander à des experts en acoustique d'analyser les étranges ondes et stimuli émis par la boule pour y déceler d'éventuels messages subliminaux ou des signes de techniques de manipulation psychologique. Outre la poupée, ils négligent également un énorme détail qui pourrait être tout ce dont ils ont besoin pour résoudre l'affaire. Nous savons que Longlegs n'attaque que les familles dont les filles ont leur anniversaire le 14 et qu'il le fait toujours dans les 6 jours précédents ou suivant cette date. Mais maintenant, ils ont la forme qu'il est en train de créer avec un seul point de libre, ce qui veut dire qu'ils savent exactement à quelle date la prochaine attaque devrait avoir lieu pour terminer son schéma. Dans ces conditions, je trouverai toutes les filles dont l'anniversaire tombe le 14 et je m'assurerai qu'elles soient en sécurité à cette date précise, parce que nous pourrions peut-être prendre Longlegs en flagrant délit s'il était encore assez stupide pour essayer de le faire. Non loin de là, Longlegs se déplace en voiture sur une route de campagne en écoutant de la musique rock. Il arrive dans une quincaillerie, se dirige vers l'arrière et prend quelques fournitures avant de se rapprocher du comptoir où travaille une adolescente. Quand elle lui demande s'il a besoin d'aide, il met ses mains sur ses yeux et commence à jouer à un étrange jeu de coucou. C'est super chelou. Mais la jeune fille ne se laisse pas impressionner et appelle son père pour qu'il vienne s'occuper de ce dingue à sa place. Sur le chemin du retour, il se met à crier à tue-tête comme une rockstar des années 80, comme si on avait besoin d'une preuve supplémentaire qu'il a complètement disjonctée. Pendant ce temps, Lee et Carter se rendent à l'hôpital psychiatrique où Kerry-Ann se trouve depuis le drame. Le soignant leur raconte avec enthousiasme que la jeune fille n'avait parlé à personne depuis qu'il travaille ici, jusqu'à la veille quand elle a reçu un visiteur surprise. Tout à coup, elle s'est remise à agir comme une toute nouvelle personne. Mais Lee et Carter ne sont pas sûrs que ce soit une bonne chose. Ils veulent savoir qui était ce visiteur, mais quand ils vérifient le registre, ils voient que la personne qui était là s'est présentée sous le nom de Lee Harker, et que le surveillant n'a jamais vérifié la moindre pièce d'identité pour confirmer son nom. Après s'être enregistré, Lee rencontre Kerry-Ann dans un salon privé, tandis que Carter attend dans le hall. Étrangement, la jeune fille dit qu'elle a déjà vu Lee chez elle, ou quelqu'un qui lui ressemble beaucoup. Quand Lee lui demande comment elle se sent, elle répond qu'elle a l'impression de se réveiller d'un long rêve, dans lequel elle se trouvait dans un état de flottement entre le monde réel et un autre endroit. Lee insiste auprès de la jeune fille pour qu'elle essaie de se souvenir de l'incident, et dans un flashback, elle explique qu'elle a toujours ressenti de la colère de la part de sa mère parce qu'elle avait accouché par césarienne. Dans sa vision, elle se souvient de ses parents interagissant avec la poupée plus vraie que nature, la poignardant avec des couteaux de cuisine et accomplissant d'étranges rituels avec elle, jusqu'au jour où son père a finalement perdu la tête et a tué sa mère et le prêtre local à coups de hache. Après l'avoir ramené à la réalité, Lee l'interroge sur son visiteur de la veille.
Et Kerian lui répond qu'elle attend depuis des années qu'il lui donne les instructions de celui qu'on appelle l'homme d'en bas. La seule chose qui pourrait la rendre heureuse serait de faire tout ce que l'homme lui demande, y compris de tuer Lee sur le champ à main nue. Pour changer de sujet, Lee demande à la jeune fille si elle se souvient d'avoir eu une poupée étrange. Et bien que la jeune fille réponde par la négative, elle émet l'hypothèse que Lee elle-même a peut-être eu une poupée dont elle a oublié l'existence. Alors qu'elle discute des derniers événements avec Carter, Lee mentionne le fait que la jeune fille a recommencé à parler le jour même où ils ont trouvé la poupée, convaincus qu'ils doivent être en train de passer à côté d'une sorte de lien. Pour elle, on dirait que Longlegs utilise les poupées comme une forme de contrôle mental pour faire à la famille tout ce qu'il veut, sans jamais avoir à faire le sale boulot lui-même. Quant à Carter, il n'est toujours pas prêt à croire qu'une quelconque forme de sorcellerie maléfique puisse être impliquée. Il n'a pas non plus pu s'empêcher de remarquer que leur suspect connaissait apparemment le nom de Lee, et ça l'a amené à se pencher sur la question. En fouillant dans ses dossiers, il a trouvé une piste qui a tout changé. Le 13 janvier 1974, un jour avant l'anniversaire de Lee, sa mère a appelé la police pour signaler qu'un grand homme au teint blême errait dans leur propriété. Lee ne se souvient de rien. Mais Carter lui dit d'aller voir sa mère immédiatement et de découvrir la vérité sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Ok, maintenant les choses deviennent vraiment intéressantes. Mais comme d'habitude, Lee et Carter négligent certains détails importants. Tout d'abord, parlons de ce qui s'est passé avec Kerian. Nous savons que Longlegs est venu lui rendre visite. Et bien qu'il n'y ait pas d'image de sécurité, ça nous donne quand même beaucoup de matière pour travailler si on peut voir les choses de l'extérieur. La première chose que je ferais, c'est de demander aux alentours du bâtiment s'il y a des témoins oculaires, comme des agents de sécurité, des employés, d'autres patients, ou même d'autres visiteurs qui auraient pu l'apercevoir. Tout ça pourrait nous fournir toutes sortes de renseignements sur son identité qui nous aideraient à retrouver Longlegs. J'essaierai d'obtenir des informations sur son apparence étrange, son comportement bizarre et des détails spécifiques comme des tatouages, des marques de naissance ou des cicatrices qu'ils auraient pu remarquer, ou même le type de voiture qu'il conduisait quand il est arrivé. Entre-temps, il devrait également demander à quelqu'un de garder un œil sur Kerian au cas où Longlegs reviendrait ou qu'elle recevrait de nouveaux ordres de l'homme d'en bas. Maintenant, ils ne prennent pas non plus au sérieux l'idée que cette poupée est en quelque sorte directement liée au crime. Carter fait le sceptique quand Lee parle de contrôle mental, mais n'oublions pas que c'est le même type qui a mis Lee sur l'affaire parce qu'elle peut apparemment prédire l'avenir. Alors choisis ton camp, mec. Soit tu crois au surnaturel, soit tu n'y crois pas. Mais si Lee a raison et que la poupée a vraiment une sorte de contrôle mental, alors ça doit être lié à la boule de métal. À mon avis, elle doit produire des fréquences électromagnétiques ou acoustiques qui interagissent avec les ondes cérébrales naturelles de la victime, de manière à influencer son comportement et à la forcer à faire tout ce que Longlegs lui demande. La bonne nouvelle, c'est que si nous savons comment ça fonctionne, nous pourrons trouver un moyen de le combattre. À mon avis, l'option la plus sûre serait de détruire la poupée, parce que selon les croyances traditionnelles, ça romprait le lien avec la victime. Mais pour le moment, le FBI pourrait vouloir la garder comme preuve. Dans ce cas, je placerai la boule dans un caisson insonorisé qui serait en même temps une cage de Faraday. L'insonorisation bloquera les signaux acoustiques et l'isolation fournie par la cage de Faraday bloquera les fréquences électromagnétiques, ce qui empêchera la poupée d'être utilisée pour causer d'autres dégâts. Outre l'approche scientifique, nous pouvons également nous tourner vers le côté surnaturel des choses pour trouver des idées. Un rituel de purification de la poupée avec de la sauge, de l'eau bénite ou l'agent purificateur de votre choix permettrait d'éliminer l'énergie négative qu'elle contient. Et le port d'un charme ou d'un talisman protecteur pourrait vous protéger des influences surnaturelles. Je garderai donc tout ça à l'esprit tout en continuant à avancer dans cette affaire. Dans la maison, Lee se rend à la cuisine pour leur apporter de la nourriture. Mais alors qu'elle fait du rangement, elle remarque une boîte bizarre remplie de seringues à usage médical et de pochettes contenant ses propres dents de lait datant de quand elle avait 10 ans. Juste à ce moment-là, elle entend un murmure menaçant provenant du sous-sol et voit un cafard sortir de sous la porte. Elle s'approche et n'entend plus aucun bruit. Mais étrangement, il semble que la porte soit verrouillée de l'autre côté. Elle retourne voir sa mère et lui demande ce qui s'est réellement passé le jour de son 9e anniversaire. Au début, la femme fait comme si elle n'avait aucune idée de ce dont elle parle. Mais après que Lee ait insisté pour obtenir plus d'informations, elle suggère à contre-cœur qu'elle pourrait trouver ce qu'elle cherche en allant voir dans son ancienne chambre. À l'étage, l'attention de Lee se porte rapidement sur un vieux coffre en bois dans un coin. Elle le ramène chez elle et découvre une petite boîte métallique remplie de photos Polaroid à l'intérieur. Et elle frôle la syncope quand elle réalise qu'elle a pris une photo de l'horrible visage de Longlegs des années plus tôt. Ça déclenche enfin un souvenir révélant qu'elle était la fameuse petite fille qu'il a rencontrée à l'extérieur de sa maison ce jour-là, sous la neige. Après cette photo, sa mère est sortie pour le confronter. Mais au lieu de partir, Longlegs a fait des gestes bizarres avec ses mains avant de se lancer dans une chansonnette complètement farfelue, expliquant qu'ils avaient le choix entre le laisser entrer maintenant ou sinon, il serait forcé de revenir autant de fois qu'il le souhaiterait.
Sans perdre de temps, Lee apporte immédiatement la photo à Carter, expliquant qu'elle l'a trouvée chez sa mère. Elle est convaincue à 100% qu'il s'agit de leur suspect. Carter autorise donc une chasse à l'homme sur la base de la photo, et ils ne tarderont pas à se retrouver face à face, elle et lui. Au même moment, quelque part dans la campagne, Longlegs attend à un arrêt de bus quand une escouade de voitures de police s'approche et l'arrête. Il se rend sans problème, mais ce qu'ils ignorent, c'est que tout ça faisait partie de son plan. Quand il l'emmène pour l'interroger, l'homme révèle que son vrai nom est Dale Coble, mais il refuse de leur donner plus d'informations tant qu'il n'aura pas pu parler à Lee. Bien que son écriture corresponde aux lettres trouvées sur les scènes de crime, ils n'ont toujours aucune preuve qu'il ait été présent. Mais ce qui les inquiète le plus, c'est comment il a pu découvrir l'identité de Lee. Ce qui renvoie Lee à la première note qu'elle a reçue chez elle, laissant peut-être entendre que Longlegs ne travaille pas seul. Comme il s'approche de la date du 13e meurtre encore inachevé, elle craint que l'arrestation de Longlegs ne soit pas la fin de l'affaire, et elle décide de lui parler elle-même pour voir ce qu'elle peut découvrir. Après s'être arrêtée un instant dans le couloir pour se préparer, Lee entre dans la salle d'interrogatoire où Longlegs l'attend. Et l'homme semble ravi de la voir enfin. Sans qu'elle ait besoin de dire un mot, il se souvient du jour exact où elle a décidé de rejoindre le FBI, racontant que lui et une autre femme encore inconnue en avaient ri quand il l'avait appris. Lee demande plus d'informations, et il explique que la femme était la 7e à avoir le choix entre être tuée ou l'aider dans son œuvre maléfique. Tout à coup, l'homme se lance dans une explication théâtrale de la façon dont les familles ont toutes été dupées avec un faux cadeau de l'église, se servant de sa complice pour communiquer avec ses cibles sans qu'elle ne monte leur garde un seul instant. Il s'est peut-être fait prendre, mais maintenant que son travail est terminé, il affirme qu'il restera toujours des petits bouts de lui dans la nature. Et si elle veut savoir qui l'a aidé, Lee n'a qu'à demander à sa mère. Il se penche en avant, prête allégeance au diable, avant de se frapper violemment la tête contre la table encore et encore, ce qui lui arrache des morceaux de visage et asperge les murs de sang, jusqu'à ce qu'il meure enfin de ses blessures. Ça fait un tueur de moins, mais il reste encore une personne à affronter avant que Lee ne découvre la vérité. Ok, alors ça c'était intéressant. Il semble que nous ayons enfin eu la chance de rencontrer notre tueur face à face. Ou du moins ce qu'il reste de sa face. Mais nous ne sommes toujours pas plus près de la vérité qu'avant. Et maintenant, la seule personne qui détenait les réponses a la cervelle éparpillée dans toute la salle d'interrogatoire. Tu étais censé faire éclater l'affaire, pas laisser le gars s'éclater la boîte crânienne. Et pour ça, agent Harker, tu as merdé. Bon, écoute, la vérité, c'est que ta première erreur s'est produite bien avant, quand tout ça a commencé. Quand ta mère et toi avez rencontré pour la première fois ce sale type à l'extérieur de votre maison, sa petite chanson disait qu'il fallait le laisser entrer, sinon il reviendrait aussi souvent qu'il le voudrait. Ce que ta mère aurait dû faire à ce moment-là, c'est dire « Ça me va, parce que la prochaine fois que tu reviendras, je t'attendrai de l'autre côté de la porte avec un putain de bazooka. » Elle aurait pu rendre service au monde entier en éliminant ce sale type sur le champ. Mais au lieu de ça, elle a fini par travailler pour lui, ce qui n'était clairement pas le meilleur plan sur le long terme. Tout au long de l'affaire, tu as eu toutes les occasions d'attraper ce gars, mais tu n'as fait que négliger les preuves à chaque fois qu'elles apparaissaient. Comme je l'ai déjà dit, tu savais exactement à quelle date Longlegs allait frapper et qui seraient ses cibles. Ça n'aurait donc pas pu être plus facile pour toi, excepté si vous aviez littéralement partagé vos localisations sur vos téléphones. Pour un type qui ne se rend jamais sur une scène de crime, il a l'air de le faire assez souvent quand même, d'après ce que j'ai pu voir. Enfin sérieusement, il était dans ta foutue maison et à l'hôpital psychiatrique. Et tu veux me faire croire que tu n'as pas pu obtenir une seule preuve exploitable dans l'un ou l'autre de ces endroits ? Même Steve de Blue et ses amis auraient pu y arriver les yeux bandés et les deux mains attachées dans le dos. Sans parler du fait que ce type semblait tout savoir de ta vie. Et malgré tout, tu n'arrivais pas à comprendre que peut-être, juste peut-être, vous vous étiez déjà rencontrés quelque part. Maintenant que nous avions enfin une bonne photo de ce type, le trouver aurait dû être comme trouver son nez au milieu de la figure. Sérieusement, combien de gars peuvent ressembler à ça dans l'Oregon ou sur la planète Terre d'ailleurs ? Il t'a dit qu'il tuerait ta mère, mais tu n'as rien fait pour y remédier. Tu as trouvé des dents de lait, des échantillons de sang et une porte de cave fermée de l'intérieur chez ta mère. Mais tu n'as même pas posé une seule question. Ton propre putain d'anniversaire est le 14 et tu n'as jamais pensé à le mentionner. Et maintenant, après des décennies de recherche, tu as enfin chopé ce mec et tu restes là pendant qu'il transforme son visage en chair à pâté. Tu aurais pu l'arrêter, tu sais. Et ça aurait probablement été important, puisqu'il ne travaille apparemment pas seul. Il y a le fait d'être mauvais dans son boulot, et puis il y a ça. Une performance plutôt embarrassante pour quelqu'un qui est censé pouvoir prédire l'avenir. En fait, je viens de lire ton avenir. Et il dit « Arrête de faire ta patate, chérie, parce que c'est tout ce que tu risques d'avoir encore le droit de faire après ce désastre. » Désolée, Lee, mais tu as franchement merdé.
Carter est absolument furax d'apprendre ce qui est arrivé à Longlegs. Et pour ne rien arranger, il dit que Kerry-Ann vient d'être retrouvée morte à l'hôpital. Ils n'ont donc toujours aucune explication et plus personne à qui demander des comptes. Mais sans le lui dire, Lee se rend avec un autre agent pour vérifier la situation de sa mère. Avant d'entrer, Lee remercie la femme de l'avoir accompagnée, mais elle décide qu'il vaut mieux qu'elle y aille seule pour s'occuper de sa mère. Sa collègue accepte de l'attendre dans la voiture, mais la vérité, c'est qu'elles sont déjà surveillées. Alors qu'elle s'approche de la maison, elle s'aperçoit que la porte d'entrée est déjà entr'ouverte. Et bien qu'elle entende la télévision, il n'y a aucun signe de sa mère. À l'extérieur, la partenaire de Lee remarque une deuxième voiture dans l'allée quand sa mère s'approche lentement de la fenêtre et la tue brutalement à l'aide d'un fusil à double canon. Quand elle entend ça, Lee se précipite vers la fenêtre de la salle de bain, d'où elle voit la femme tirer le deuxième coup pour finir le boulot. Horrifiée, Lee la poursuit à l'extérieur et finit par trouver la femme debout dans la cour avec une autre poupée qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Elle tente d'empêcher sa mère de faire ce qu'elle s'apprête à faire. Mais la femme se contente de dire que Cobble est libre à présent, et qu'elle le sera bientôt aussi. Tout à coup, sa mère tire sur la tête de la poupée, faisant apparaître un nuage de fumée noire autour de Lee, qui s'effondre sur le sol et perd connaissance. Alors qu'elle est inconsciente, Lee a un autre souvenir d'une époque où, quand elle était petite fille, sa mère lui avait raconté une histoire effrayante à l'heure du coucher. Elle lui avait alors dit qu'elle n'avait jamais eu beaucoup de visiteurs, jusqu'au jour où elles avaient rencontré un homme étrange qui fabriquait des poupées. Selon elle, cet homme travaillait pour le diable, et ses poupées lui permettaient de contrôler l'esprit de ses victimes. Une nuit, l'homme s'en est pris à leur famille. Mais en échange de leur laisser la vie sauve, sa mère avait accepté de l'aider à mener à bien ses futures attaques. Abandonnant son travail d'infirmière, elle se déguisait en religieuse et faisait semblant de donner la poupée à la famille comme cadeau d'anniversaire de la part de l'église. Une fois la poupée à l'intérieur, le diable finissait par les forcer à s'entretuer, et sa mère devait regarder pour s'assurer que tout se déroulait comme il l'avait prévu. Un peu plus tard, Lee se réveille dans un lit au son d'une sonnerie de téléphone provenant d'un endroit à proximité. Elle se met debout, regarde autour d'elle et réalise qu'elle s'est retrouvée on ne sait comment dans l'atelier secret de Longlegs. Mais sa mère est déjà loin. Elle émerge dans la cuisine de la maison de sa propre mère. Et quand elle arrive enfin au téléphone, une voix démoniaque lui dit qu'elle va arriver en retard à l'anniversaire de Ruby. Ce qui veut dire que l'agent Carter et sa famille sont les prochaines cibles. La voiture de sa mère a déjà disparu, mais elle trouve la vieille caisse de Longlegs cachée sous une bâche dans la remise et se met immédiatement à rouler à toute vitesse en direction de la ville, essayant désespérément d'arriver avant qu'il ne soit trop tard. Ok. Et moi qui pensais que le fait que Lee n'ait pas fait le lien entre son anniversaire et le 14 était grave, vous voulez dire que pendant tout ce temps, Carter avait une fille dont l'âge et l'anniversaire correspondaient à la description exacte d'une possible victime de Longlegs et que nous ne le découvrons que maintenant? Il est vraiment remarquable de constater à quel point ces deux-là ont été incompétents jusqu'à présent. À ce stade, c'est comme s'ils essayaient en réalité de faire empirer la situation. Quoi qu'il en soit, au moins maintenant nous savons exactement ce que Lee doit faire. Toutes les petites filles reçoivent une poupée pour leur anniversaire. Ça veut dire que Ruby en recevra probablement une aussi. Lee doit rejoindre la famille et empêcher sa mère de se servir de la poupée pour les tuer tous avant qu'il ne soit trop tard. La première chose que je ferais serait d'utiliser le téléphone pour appeler des renforts, parce qu'un autre agent pourrait être en mesure d'arriver avant moi. Oh, et puis ça ne fait jamais de mal d'avoir quelques boucliers de viande à portée de main si les choses devaient dégénérer. Ensuite, il nous faudra des bouchons d'oreille et du papier d'aluminium, parce qu'elle va devoir les utiliser sur les membres de la famille pour les empêcher de tomber sous le contrôle mental de la poupée. Dès qu'elle franchira la porte, elle devra s'en prendre en priorité à sa mère. Soit on la tase, soit on lui donne un bon vieux gauche-droite. Mais il faut d'abord qu'elle soit éliminée du tableau avant qu'elle ne puisse causer plus de dégâts. Ensuite, nous devrons trouver et détruire la poupée par tous les moyens nécessaires. La destruction de la poupée a libéré Lee de son contrôle mental. Il semble donc logique que la destruction de la poupée de Ruby aura le même effet sur elle et sa famille. Ça n'a vraiment rien de compliqué, je pense. Mais vu ses exploits jusqu'à présent, je suis sûre qu'elle va trouver le moyen de tout faire foirer. Bon, je crois qu'il est temps de le découvrir ensemble. Une fois sur place, Lee s'engouffre dans l'allée et sort arme à la main en boitant jusqu'à la porte aussi vite qu'elle le peut. Elle frappe rapidement à la porte, ne sachant pas trop ce qu'elle va découvrir. Mais à sa grande surprise, Carter et sa femme lui ouvrent la porte comme si tout allait bien. Ils l'invitent à la fête, disant qu'elle est arrivée juste à temps pour voir Ruby ouvrir ses cadeaux. Et sans aucune réaction au fait qu'elle est clairement à cran. Nerveuse, Lee les suit dans le salon, mais elle s'arrête net quand elle voit que sa mère est déjà là et que Ruby est assise sur le canapé en face d'elle, à côté d'une poupée plus vraie que nature.
Elle tente de les avertir que c'est sa mère qui était la complice. Mais Carter se contente de lui crier de s'asseoir, prouvant ainsi qu'il est déjà sous l'emprise du diable. Pendant ce temps, Ruby ne réagit même pas à ce qui se passe. Rompant le silence, Carter mentionne qu'il est temps pour eux de couper le gâteau. Sa femme hésite un instant, et on a l'impression qu'ils sont toujours conscients de ce qui se passe, même s'ils sont totalement impuissants pour le combattre. C'est alors que la mère de Lee prend la parole, expliquant qu'ils sont tous déjà morts, et Carter entraîne sa femme dans la cuisine, tandis que Lee reste là, paralysée par la peur. Une fois qu'ils sont partis, la femme explique qu'elle devait faire ce qu'on lui disait, sinon le diable les aurait punies toutes les deux. Elles peuvent entendre les bruits provenant de la cuisine et les cris de la femme de Carter pendant qu'il exécute ses ordres. Lee saisit la fillette et tire 2 fois sur Carter, qui s'avançait vers elle avec un couteau de cuisine. Mais ce n'est pas fini. Tout à coup, sa mère se jette sur elle avec un poignard sacrificiel, obligeant Lee à la battre également. Le cœur brisé, elle se retourne et vise la poupée. Mais cette fois, quand elle appuie sur la détente, son arme ne fait pas feu. Et quelque part au fond de son esprit, elle peut entendre Longlegs lui souhaiter un joyeux anniversaire, en riant comme si tout ça faisait en quelque sorte partie de son plan depuis le début. Longlegs, du scénariste et réalisateur Osgood Perkins, fils du légendaire Anthony Perkins, rendu célèbre par le film Psychose. Il n'aura de cesse de traquer une autre personne, du moins quand ce film sera disponible en Blu-ray. J'ai vraiment aimé ce film. Il y a des sentiments existentiels d'effroi, de la bonne musique, une bonne cinématographie, et il deviendra probablement un jour une sorte de classique du genre. Mais en effet, les personnages de ce film n'ont pas toujours pris les meilleures décisions qui soient, pas vrai ? Maintenant, après avoir dit tout ça, qu'auriez-vous fait différemment ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!